718 millions de vues en quelques jours. C'est le record absolu pour une bande-annonce, tout film confondu. Et pourtant, ce teaser de Spider-Man Brand New Day qui a écrasé Internet cache une histoire bien plus étrange que ce que Marvel voudrait vous vendre. Parce que ce Spider-Man, c'est peut-être le premier film Marvel que son propre acteur principal a essayé de rendre moins Marvel. Et le plus fou dans tout ça, l'homme qui a imposé ce virage n'est ni le réalisateur, ni un producteur. Il n'a aucune casquette officielle sur la fabrication même du film. C'est juste le type dans le costume. Et le point de départ de toute cette histoire, aussi fou que ça paraisse, c'est un film de Christopher Nolan. Ouais. Alors, comment un simple acteur réécrit un blockbuster de cette taille ? Qui est ce scénariste venu du cinéma d'auteur qu'on a fait entrer par la petite porte? Et surtout, jusqu'où Tom Holland est-il allé pour essayer de tordre son propre Spider-Man? 3 questions et une même réponse, la fabrication la plus improbable du Marvel récent. Rembobinons 2 secondes, on laisse Peter Parker à la fin de No Way Home dans une situation dingue. Le monde entier a oublié qui il est. Plus d'amis qui se souviennent de lui, plus de technologie Stark, plus rien, un Spider-Man seul qui repart de zéro. Enfin, j'ai envie de dire, on retrouve notre petite araignée du quartier. Enfin, sur le papier, car la suite s'annonce finalement compliquée. John Watts, le réalisateur des 3 premiers, quitte le navire. Le scénario confié à Chris McKenna et Eric Sommers traîne depuis 2023 et ne débloque vraiment qu'en octobre 2024. Et tout ça arrive dans un climat très particulier, une lassitude générale du public face aux films de super-héros que même Marvel commence à reconnaître à demi-mot. Ils ont pas trop le choix en même temps. Bref, un film sous pression qui doit prouver qu'il vaut mieux qu'une suite de plus. Et c'est précisément parce qu'il était sous cette pression que Spider-Man Brand New Day est peut-être devenu dans sa conception le premier vrai film d'auteur de tout l'univers Marvel. C'est la promesse, attention, pas grâce à une grande décision du studio, mûrement réfléchie, non. Presque par accident, à cause d'un simple grain de sable dans le calendrier. Et ce grain de sable, il a un nom. L'Odyssée de Christopher Nolan. Just gonna say, if you see only one Tom Holland film this summer. Oui, parce que quand Nolan monte son adaptation d'Homer, il propose à Tom Holland de jouer Télémaque, le fils d'Ulysse. Le problème, c'est que les 2 tournages, l'Odyssée et Spider-Man, sont calés exactement sur les mêmes dates de départ. Et là, Tom Holland, il fait un truc qu'un acteur fait pas trop d'habitude. Donc il raconte tout ça en interview, il appelle directement Tom Rothman, le grand patron de Sony, pour lui demander de repousser Spider-Man de 6 mois. Une conversation qu'il décrit lui-même comme assez inconfortable, forcément. Vous imaginez le coup de fil, Salut, le blockbuster de l'été, on peut le décaler, moi j'ai un truc avec Nolan. C'est vrai qu'on peut comprendre son inconfort, et Sony va dire oui. Par respect pour Holland et aussi pour Nolan, qui est réputé d'ailleurs à faire ses films en temps et en heure et en suivant ses budgets. Sauf que ça provoque un décalage de 6 mois. C'est pas neutre. Il ne fait pas que caler l'agenda finalement, ce décalage. Il va sauver le film. Ou en tout cas la première idée de ce film. Parce que pendant ces 6 mois, Marvel récupère un réalisateur qui sinon n'aurait jamais été libre. Destin Daniel Cretton. Et l'équipe gagne 6 mois entiers pour retravailler le scénario. Holland le dit clairement, l'Odyssée a presque sauvé ce Spider-Man. Et le vrai bouleversement, il est ailleurs. Il est dans ce que Holland voit sur le plateau de Nolan. Parce que Nolan, c'est une autre discipline, on le sait, scénario verrouillé au millimètre, quasi zéro improvisation, un réalisateur qui a déjà le film finalement en tête et son montage avant même de tourner le premier plan. Et Holland, il connaît le métier. Il a déjà tourné avec de grands cinéastes, mais là, quand il voit cette rigueur-là appliquée à un blockbuster de cette ampleur, ça agit finalement sur lui de ce qu'il décrit comme un effet révélateur. Et le contraste sur le tournage saute aux yeux. Là où Nolan arrive avec tout ficelé, du côté de Marvel, on débarque souvent avec un script encore ouvert et qu'on ajuste au jour le jour. Le système de production n'est pas du tout le même. Et Holland, à ce moment-là, il dit que ce Spider-Man, ce sera l'inverse. Alors quand Tom Holland revient sur le plateau de Marvel, il n'est plus le même. Toujours dans cette interview, il raconte qu'il a décidé de poser sa loi. Il multiplie les appels aux productrices Amy Pascal et Rachel O'Connor. Il pousse pour importer la rigueur de Nolan et il pose une question toute bête finalement sur le plateau, mais assez brutale pour un film Marvel. Pourquoi est-ce qu'on fait ce film? Au-delà du fait que c'est Spider-Man 4 et que ça rapporte un max d'oseille et qu'on va tous passer un bel été. Alors soyons clairs 2 secondes. Un acteur qui pèse sur un film grâce à sa notoriété, c'est pas une nouveauté absolue. Les grandes stars ont toujours eu leur mot à dire et orienter un personnage, imposer un réalisateur, faire réécrire une scène, ça existe depuis toujours. Mais ce qui est beaucoup plus rare, c'est le niveau auquel Holland le fait ici. Parce que sur le papier, vraiment, il a aucune légitimité pour ça. Au générique, les producteurs, c'est Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad, Rachel O'Connor, et Holland, lui, il est crédité comme acteur, quoi. Point.
Il a aucune casquette de producteur, et pourtant c'est lui qui va infléchir la direction du film. Un acteur qui, sans le titre, se met à fonctionner comme un vrai patron créatif du projet. Et finalement, si vous suivez la saga, vous savez que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il joue de son poids. C'était déjà sa notoriété qui avait débloqué l'impasse entre Sony et Marvel du temps de No Way Home. Ici, il pousse plus loin parce que selon plusieurs sources, et là je mets vraiment tout au conditionnel, parce qu'au moment où j'écris ces lignes, moi il n'y a rien qui est officiellement confirmé, mais Holland, il aurait carrément soufflé l'idée de départ du film, un concept qu'il appelle lui-même une sorte de puberté d'araignée, un Peter Parker dont le corps se transforme, lui échappe, et bascule vers quelque chose de beaucoup plus organique, presque de l'ordre du body horror. Si ça se confirme en tout cas, on ne parle plus d'un acteur qui donne son avis sur scène, mais on parle d'un acteur qui définit l'ADN même de son film. Et dans le Hollywood d'aujourd'hui, une star bankable, ça vaut tous les titres de producteur du monde. Mais le plus beau, c'est que le report de 6 mois n'a pas seulement sauvé le réalisateur, il a permis à Marvel de faire un truc qu'il ne fait jamais. Faire entrer un intrus, un vrai auteur. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Quelqu'un dont on retrouve l'empreinte partout dans ce film, et qui officiellement n'existe pas dessus. Cet intrus, il s'appelle Justin Kuritzk. Bon, si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Il ne vient pas du tout du monde du blockbuster, c'est le scénariste de Challenger, de Queer, les 2 films de Luca Guadagnino, un pur produit du cinéma d'auteur. Il est même marié d'ailleurs à Céline Song, la réalisatrice de Past Lives, qui a été nommée aux Oscars récemment. Autant vous dire qu'entre son univers et celui d'un film de super-héros, il y a un fossé quand même. Et pourtant, Marvel l'appelle pour reprendre le scénario écrit à la base par McKenna et Summers. Et c'est The Wrap qui sort l'info. Le meilleur exemple de ce qu'il apporte, c'est Holland lui-même qui le raconte sur le podcast d'Amy Poehler. Un jour, une scène clé entre Peter et MJ est tournée, et Zendaya et Tom Holland, ils sentent que ça sonne faux émotionnellement, ça prend pas. Alors le réalisateur prend une décision radicale, il renvoie toute l'équipe chez elle pour la journée, et la nuit, ils vont réécrire la scène avec ce Justin Kuritzk. Le lendemain, il retourne, et selon Holland, à ce moment-là, la scène, elle chante tout simplement, elle est fluide quoi. Donc Kuritzk, il chapeaute son truc, et donc vous vous souvenez que je vous ai dit qu'officiellement il n'existe pas sur le film ? Oui, parce qu'en fait les crédits officiels de la Writers Guild of America publiés récemment ne mentionnent que McKenna et Summers. Sa contribution n'a pas atteint le seuil minimum pour être crédité, donc l'empreinte la plus cinéma d'auteur de tout le film est officiellement invisible. C'est un auteur fantôme. Bon, et c'est exactement ce genre de coulisses que je passe des heures à démêler pour cette chaîne. Alors si toi ça t'intéresse ce qui se passe derrière les films, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aiderait énormément pour continuer. Bisous. Bon, un acteur qui impose sa vision, un scénariste d'auteur en douce, il restait un dernier étage à la fusée, l'image. Et franchement, moi je trouve que ça se voit dès la bande-annonce. Si on regarde bien, tout internet l'a d'ailleurs décortiqué, fini le rendu ultra lisse des Marvel récents. Là ici on sent qu'il y a un peu plus de grain, un peu plus de matière, des teintes plus grises, plus froides, une caméra qui semble davantage collée au personnage, genre littéralement. Et là encore, ce choix il est parlant, parce qu'à la caméra on retrouve Brett Pollack, un directeur de la photo qui a fait presque toute sa carrière avec le réalisateur Creighton, sur des drames comme Short Term 12 ou Just Mercy. Et son truc à lui, c'est la caméra à l'épaule, la lumière naturelle, une image organique, vivante, tout l'inverse de l'éclairage lisse et un peu plastique, qu'on peut le dire, des Marvel récents. Le tournage lui-même, il rapporte ce changement. Une grande partie s'est faite à Glasgow, en Écosse, sous le nom du code Blue Oasis, pour recréer un New York plus sombre, plus dense, plus sale, de vraies rues, pas un fond vert. Holland le dit d'ailleurs, sur No Way Home, à cause du Covid, ils étaient coincés en studio, et là, ils repartent vraiment dehors. Ajoutez à ça une image volontairement grise, un peu désaturée, un costume qu'on a voulu plus en tissu avec des plis, des imperfections pour qu'on sente l'humain sous le masque, et vous obtenez quelque chose qui esthétiquement ressemble plus vraiment à un film Marvel. Ça ressemble à quoi alors ? Un truc qu'on n'avait plus vu depuis longtemps, enfin depuis l'esprit des Spider-Man de Sam Raimi. En fait, scénaristiquement c'est cohérent, on arrive à un point où Peter Parker va devoir redevenir ce que le Spider-Man de Sam Raimi était. Donc ce mélange de tragédie intime, d'artisanat, ce héros du quartier qui va morfler, et du côté du studio on assume. Ils sont un peu obligés. Kevin Feige présente ce film comme le premier Spider-Man du MCU à revenir aux éléments classiques du personnage, et Holland le décrit comme le plus adulte de la saga. Alors oui, sur l'intrigue elle-même, il y a plein de rumeurs plus sombres qui circulent, mais au moment où j'écris ces lignes, ce ne sont que des fuites non confirmées, donc je préfère pas trop m'avancer non plus, et de toute façon, ce qui m'intéresse ici, c'est pas l'histoire du film, c'est sa fabrication. Et on voit que de ce point de vue-là, il y a eu des évolutions, il y a des choses intéressantes. Maintenant, si on est honnête 2 minutes, parce que je veux pas vous vendre non plus un conte de fées. Tout ce beau récit du Marvel qui se met à faire du cinéma d'auteur, ça fait 2-3 fois qu'ils essaient de le faire, il faut le prendre avec des pincettes. D'abord parce que c'est aussi, très clairement, un argument marketing. Un studio qui sent la fatigue du public et qui vous vend un film plus mature et du retour aux sources,
Ça l'arrange bien, hein. Ensuite, parce que tout ça vient en grande partie de Holland lui-même, qui a évidemment intérêt à se présenter comme l'artiste qui a sauvé le film. Et surtout, viser le film d'auteur, ça ne garantit pas non plus un bon film. On peut très bien retrouver à l'arrivée un gros combat entre un méchant et une structure 100% Marvel, juste emballé dans une jolie photo un peu plus grisâtre. Le seul vrai test, il arrivera en salle. Est-ce que le film sera vraiment habité par une vision, ou est-ce qu'on nous l'a juste très bien vendu dans l'idée de ce qu'il devait être? Bon, quoi qu'il arrive, réussi ou raté, ce Spider-Man Brand New Day restera un cas passionnant, pas tant pour ce qu'il raconte que pour ce qu'il révèle. Il montre un rapport de force qui est en train de basculer, une star qui pèse plus qu'un titre de producteur, un auteur de cinéma indépendant qu'on fait entrer par la petite porte, et le studio le plus puissant de tous qui accepte de ralentir sa machine parce qu'il sent qu'il a perdu quelque chose. Sa crédibilité peut-être. Le tout déclenché par un simple coup de fil et un détour par un film de Nolan. Comme quoi, parfois, ce qui transforme un film ne se passe même pas devant la caméra. Ça se joue dans les marges, dans un agenda qu'on décale de 6 mois. Derrière l'écran. Salut.